Quel est, d'après vous, l'homme ou la femme qui a marqué le plus les 40 dernières années pour l'humanité? Président Clinton y répond Nelson Mandela, parce qu'il permet de conjuguer réconciliation et paix. Et c'est pas facile de réconcilier, de conjuguer réconciliation et paix. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui aimeraient le faire. Deuxièmement, il dit Helmut Kohl, parce qu'il a su conjuguer deux concepts, l'Europe unie et l'Europe libre. Parce que la chute du mur de Berlin, parce que la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Et moi j'ai dit Monsieur Joseph Licklider, je ne sais pas si vous connaissez Joseph Licklider, mais c'est le père d'Internet. C'est un type qui travaillait dans les services secrets américains, de l'armée américaine. Il a inventé Internet, c'est le père du système. Alors au début il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer, mais en gros c'est ça. Et pourquoi je vous dis ça d'emblée? C'est parce que je pense que pendant les 10 ou 15 minutes où j'ai la parole, ou 20 minutes, c'est peut-être la chose la plus importante sur le plan politique que l'on ait connue depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que Internet permet aux simples citoyens de décrire une partie de l'histoire politique du monde. Avant, il n'existait absolument pas. Les simples citoyens n'avaient pas leur mot à dire, vraiment. Dans les démocraties, le jour où ils votent. Mais en réalité, Internet modifie complètement les rapports de force entre les citoyens et les politiques. Et dans le monde entier. La deuxième question, c'était quels sont les grands challenges des 40 prochaines années? Alors bien sûr, on peut répondre les conflits. On peut répondre les réfugiés. On n'a jamais eu autant de réfugiés dans le monde qu'actuellement. Ça n'est jamais arrivé. Réfugiés économiques, réfugiés de guerre, réfugiés climatiques. Mais en réalité, il n'y a que deux menaces existentielles qui existent. Les deux grands challenges devant l'humanité, c'est les deux menaces existentielles de l'humanité. Il n'y en a que deux. La première, c'est l'exacerbation des inégalités, des injustices dans le monde. Et la deuxième, bien sûr, c'est le changement climatique. Sur ces deux sujets, le digital, le numérique peut jouer un rôle très important. D'abord, la menace existentielle qui est l'exacerbation des injustices dans le monde, c'est quelque chose d'absolument effrayant et je pense que nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. Il faut savoir que le gap entre les riches qui deviennent extrêmement riches et les pauvres qui restent pauvres devient est exponentiel depuis 20 ans. Et par exemple, 8 personnes dans le monde gagnent autant que la moitié inférieure la plus pauvre. 8, 3,5 milliards. Ça, on n'a jamais vu ça avant dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui 810 millions de gens qui gagnent moins de $1 par jour. Et là-dedans, la moitié, 400 millions, gagnent moins de 50 centimes par jour. C'est-à-dire que là, il n'y a pas ce qu'on appelle les 5 biens publics mondiaux, qui sont la nourriture, l'eau potable, la santé, l'éducation et l'assainissement, les toilettes. 4 milliards d'êtres humains n'ont pas de toilettes. 4 milliards d'êtres humains gagnent moins de $3 par jour. Un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable. Ce n'est pas d'une maladie incurable, d'une maladie évitable. Donc depuis le début depuis 5 minutes, il y en a beaucoup au tapis. Un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable. Une maman meurt toutes les 2 minutes pendant l'accouchement, juste avant, juste après. Un enfant meurt toutes les 2 minutes du palu. Le palu, il suffit de voir un jour dans sa vie un enfant mourir de palu,
Et c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Ça dure 15 jours, c'est un accès palus, c'est une horreur absolue. Eh bien, une intramusculaire, pour éviter ça, c'est one shot, c'est une fois, c'est 50 centimes d'euros. Donc on vit dans un monde qui est absolument sidérant, d'autant plus que sur Internet, pour la première fois aussi de l'histoire de l'humanité, les pauvres regardent les riches. Et nous, je sais qu'il y a des pauvres en France, je le sais, il y en a trop. Mais ils regardent globalement quand même nos gaspillages. Et ça, moi j'ai dédié, je suis médecin de formation, j'ai fait de la politique, et puis à un moment donné, on n'a plus voulu de moi, en gros, et j'ai dédié ma vie comme secrétaire général adjoint des Nations Unies à ce sujet-là. C'est ma vie depuis 15 ans. Et ça, c'est de la politique. Parce que souvent, on me dit, mais t'as arrêté la politique? Je dis, non, je n'ai jamais fait autant de politique qu'aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi le sujet est politique. D'abord, il est politique parce que les gens qui regardent une maman qui voit son enfant mourir et s'aperçoit que c'est la seule avec ses copines dans ce continent qui est soit l'Afrique, soit le sud-est asiatique, c'est les seules femmes au monde qui perdent leurs enfants, là elles se disent quand même pourquoi nous? Et ça crée ce qu'on appelle l'humiliation. Et l'humiliation, c'est un truc qu'on a là, je ne sais pas où encore, on ne le sait pas, mais une fois que c'est là, ça sort jamais jusqu'au dernier jour, juste avant votre mort. Si vous avez été humilié un jour dans votre vie, ça reste de la noyau dur. Il ne faut jamais humilier quelqu'un, ni sur le plan personnel, ni familial, ni professionnel, ni au niveau de la géopolitique. Ne jamais humilier une population, un peuple, jamais. Parce que ces gens-là sont humiliés. Et cette humiliation, elle conduit à des conflits, elle conduit à des guerres, elle conduit à la violence, elle conduit à la haine. Alors, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est la démographie mondiale. Parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur la démographie mondiale. Les gens, en gros, ils disent, mais attendez, c'est affreux. Si vous, à la limite, même les plus courageux, les plus cyniques, ils disent, monsieur de Steblazier, parce que je vais vous expliquer ce que je fais après, si vous empêchez les gens de mourir du sida, de la tuberculose, du paludisme, etc., mais déjà qu'on est déjà beaucoup, alors ça va être extrême. Laissez-les mourir quand même, ceux qui doivent mourir. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous sommes 7 milliards, nous allons monter à 9,7 milliards en 2050, et à 9,7 milliards en 2050, en réalité, ça va s'arrêter à ce moment-là et on va baisser. Mais ça, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que notre taux de croissance mondiale était de 2% pendant 30 ans, 40 ans, et maintenant il est de 1%. Donc le temps qu'on fasse les enfants et le temps qui est le début de décès d'une vie, à partir de 2050, on va baisser. Deuxièmement, le taux de fécondité. Le taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants que fait une femme. Le taux de fécondité dans le monde était de 5 par femme. Il est maintenant de 2,5 par femme. Donc le taux de fécondité a baissé. Il suffit de regarder le taux de fécondité d'ailleurs de l'Algérie, de Tunisie et du Maroc. C'était 5-6 il y a 30 ans, aujourd'hui c'est 2, comme la France. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que la richesse arrive, au fur et à mesure que les classes moyennes arrivent, ben évidemment, le taux de fécondité baisse. Problème, c'est que la démographie mondiale continue à augmenter, mais qui fait des enfants? Et les seuls qui font des enfants dans le monde aujourd'hui, ce sont les gens pauvres. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que l'Afrique subsaharienne, qui est très pauvre, est responsable de 75% de la démographie mondiale. Deuxième remarque. Maintenant, la troisième, c'est que, en réalité, on ne s'est jamais intéressé à ça dans l'histoire de l'humanité, aux pauvres, aux riches, ceux qui étaient riches en profitaient, ceux qui étaient pauvres crevaient. Bon. Jusqu'au début des années 70. Au début des années 70, l'humanité s'est dit, il faut quand même faire quelque chose, on ne peut pas continuer, on vit sur la même planète. Et il y a eu un début d'aide publique au développement, c'est-à-dire une partie des impôts des Français, des Britanniques, des Occidentaux,
des pays riches, s'est mis à donner de l'argent pour les pauvres. Ça s'appelle l'aide publique au développement. Maintenant, si je fais un radio-trottoir aujourd'hui à Paris, aux Champs-Élysées, et je dis aux Français, est-ce que vous êtes d'accord, cet argent-là, qu'est-ce que vous en pensez? 99% des gens vont vous dire, c'est comme si vous mettiez de l'eau sur le sable, ça ne sert à rien. Et 2, ça va dans la poche des chefs d'État qui sont tous corrompus. 98% des Français pensent ça. Alors, évidemment, sur l'aide, il y a 2% de l'aide qui part dans la poche des chefs d'État, ça c'est vrai. C'est une catastrophe, c'est une horreur, il faut les foutre en prison, on est d'accord. Mais il y a 98% qui va sur le terrain. Et aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de rougeole. Il n'y a plus d'enfants qui meurent de rougeole. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en l'espace de 25 ans, en l'espace de 30 ans, on a diminué de moitié la mortalité maternelle dans le monde. On a diminué de moitié la mortalité maternelle, on a diminué de moitié la mortalité infantile. Ça n'empêche pas de vous dire qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable. C'est pas ça. Mais vous voyez d'où on vient. Mais l'aide publique au développement a baissé de moitié la mortalité maternelle, la mortalité infantile. Donc ça marche. Quand il y a de l'argent, ça marche. Le problème que nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est que le monde change, c'est comme ça. Les pays occidentaux qui étaient très riches et seuls sont en train de tirer la langue, et il commence à y avoir des réponses nationalistes. C'est comme ça qu'au Royaume-Uni, le Brexit est arrivé par rejet de l'immigration. C'est comme ça que M. Trump, America First, est arrivé par protectionnisme et isolationnisme. Moi d'abord, je vais vous aider, moi les Américains, les autres, on s'en fout. C'est comme ça qu'en Italie, l'extrême droite est au pouvoir. Là, c'est pas des on-dit, là, c'est le cas. Et c'est l'Autriche à 48% d'extrême droite, et nous, on est à 37%. Les prochaines européennes, ça va être ça à peu près. Donc on voit la montée des nationalismes, on voit la montée des protectionnismes, et on voit bien la montée, mais après, si vous êtes dans une classe moyenne, si vous êtes même dans les classes de travailleurs et que vous gagnez de moins en moins, que c'est de plus en plus dur, enfin, je ne suis pas en train d'expliquer que tous ces gens-là ont tort. Je dis que c'est catastrophique. Mais ils voient arriver l'immigration. Je ne suis même pas sur le fond, là. Je ne suis pas sur la forme, je suis sur le fond. Je dis que c'est une catastrophe. Parce que si on n'aide pas les pauvres à survivre aujourd'hui, il est effrayant de penser qu'on ne va pas avoir une vague de tsunami de centaines et de centaines et de centaines de millions de gens qui vont arriver juste dans les pays riches. Et d'ailleurs, tous les 1200 à tous les 1400 ans, dans l'histoire de l'humanité, tous les 1200 et tous les 1400 ans, vous avez 500, 600, 500 millions de gens qui se pointent dans les pays riches. Alors, soit on dit, très bien, c'est comme ça, de toute façon, voilà. Soit, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. D'où le digital et le numérique, et je vais y arriver. Ça, c'est donc ma troisième remarque. Elle est excessivement importante, parce qu'on ne pourra pas tenir longtemps si, d'un côté, les riches continuent à être... Voilà, on peut juste fermer la porte. On ne pourra pas tenir longtemps parce que si on continue à être aussi égoïste et aussi protectionniste et aussi isolationniste, bien évidemment, vous allez avoir des centaines de milliers de migrants qui vont arriver, peu importe si Mme Le Pen est pour ou contre, ou je sais pas qui, ça sera comme ça. Alors, devant cet effet ciseau, avec une augmentation des besoins et une diminution des recettes, on s'est dit, il faut qu'on crée des nouvelles sources de financement.
puisque les gens ne veulent plus continuer à payer des impôts pour ça. Il faut donc qu'on trouve des nouvelles sources de financement. Ces nouvelles sources de financement, on a été les premiers, nous en France, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, c'est la première fois que nous avons dit il faut créer ça, et aujourd'hui je suis en charge de ce sujet à l'ONU. Les financements innovants pour le développement. Et c'est le président Chirac qui m'a donné son feu vert lorsque je lui ai dit pourquoi ne pas trouver une idée simple, bête et méchante, c'est de prendre 1 euro par billet d'avion. On s'est dit, quand on prend un billet d'avion, après tout, on peut mettre 1 euro de plus. Et c'est le voyageur qui paye. C'est une taxe, 1 euro. Mais d'ailleurs, personne ne sait combien vaut le billet d'avion à 1 euro près. Moi, je fais souvent Paris-Toulouse, c'est jamais le même prix. Ça dépend de la date où vous le prenez par rapport à votre voyage, ça dépend de la compagnie, ça dépend du prix du pétrole, ça dépend de plein de choses. Et le président Chirac m'a complètement couvert au Parlement et on l'a fait passer, cette loi. En se disant, on va la faire passer partout, dans le monde entier. Le but, c'était de mettre cet argent pour soigner le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres. Ça a été un énorme échec et ça a été un énorme succès à la fois. Ça a été un énorme échec parce qu'il n'y a que 12 pays qui ont accepté de le faire. Et comme grand pays, à la limite, que la France. Enfin, il n'y a pas de grands et de petits pays, mais je veux dire comme pays riche. Mais ça a été un succès parce que même avec ces 12 pays, nous avons récolté 3,6 milliards de dollars. On a fait baisser les prix des médicaments contre le sida, la tuberculose et le paludisme de 80%. On a fait des deals à l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, j'ai la grande fierté de vous dire, et j'ai fondé, ça s'appelle United, U-N-I-T-A-I-D, United. Et j'ai présidé pendant 10 ans United. J'ai l'extrême fierté de vous dire que grâce à vous, quand vous prenez l'avion, eh bien 8 enfants sur 10 qui sont soignés contre le sida dans le monde le sont grâce à cette idée. Donc c'est avec une petite idée de rien du tout, 8 enfants sur 10 c'est pas malheureusement 8 enfants sur 10 qui ont le sida, c'est 8 enfants sur 10 qui sont soignés contre le sida. Malheureusement, c'est pas pareil. Nous avons soigné 358 millions de traitements contre le palu. Et nous sommes la première organisation au monde sur la tuberculose de l'enfant. Donc voilà une petite idée, de rien du tout, qui est totalement indolore. Et un jour même, je suis allé voir le président Bush à l'époque, puisque quand j'étais ministre des Affaires étrangères, c'était l'époque de Bush. Et mon homologue, c'était Condoleezza Rice. Et je lui ai dit, mais je voudrais quand même aller voir le président Bush, parce que $1 par billet d'avion, c'est rien. Il va être d'accord. Et je me souviens très bien être allé à la Maison-Blanche. Il m'a dit, mais je peux vous appeler Philippe? Je lui ai dit, je vous en prie, appelez-moi Philippe. Il me dit, vous êtes communiste? Je dis pardon. Je dis c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis communiste. Mais il me dit vous, les Français, vous vous emmerdez pas. Chaque fois qu'il y a un problème, vous faites une taxe. Ce qui n'est pas faux. Même si là, 1 euro. Bon. Mais pour les Américains, $1 de taxe, une taxe c'est un gros mot. C'est impossible, ça ne se dit pas. On est contre les taxes, toutes les taxes. Et on est libéral dans l'idéologie même. Bon. Donc ça n'a pas marché. Donc United, je ne suis plus président, mais ça continue très bien, et c'est un succès formidable pour le sida, la tuberculose et le paludisme, mais c'est un échec aussi, parce qu'il n'y a que 12 pays. Deuxièmement, et c'est là où j'arrive au digital et au numérique, j'ai quand même tiré les leçons de ça, et j'ai découvert quelque chose que personne ne sait dans cette salle, probablement, mais que personne ne sait sur le globe terrestre non plus, et qu'aucun chef d'État ne connaît. C'est quelle est la maladie la plus fréquente au monde. Et la maladie la plus fréquente au monde, et je crois que je vais, parce que j'ai déjà 65 ans, donc je vais terminer ma vie sur ce sujet-là,
C'est une maladie que personne ne connaît, qui touche entre un enfant sur 5 et un enfant sur 4 dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un enfant sur 5 et un enfant sur 4 dans le monde. Ça s'appelle la malnutrition chronique. Quand on parle de malnutrition, on pense toujours à la malnutrition aiguë, à la faim. C'est pas du tout ça. C'est des enfants qui mangent à leur faim, il n'y a pas de problème. Simplement, le problème, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc vous pouvez sortir, vous voyez 15 personnes qui ont la malnutrition chronique, vous ne le voyez pas, ils ne sont pas petits, ils ne sont pas mecs, ils ne sont pas gros, ils ne sont pas trucs. Sauf que ça dure 1000 jours, 9 mois dans le ventre de votre mère et 2 ans. Donc le jour de votre le jour de vos 3 ans plutôt, vous avez la maladie, vous ne l'avez pas. Si votre maman ne mange, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, si elle ne mange pas de vitamine B1, de vitamine B12 et un acide gras essentiel, et que vous ne mangez pas non plus pendant 2 ans, ce qui arrive à un enfant sur 4, un enfant sur 5 dans le monde, quand vous arrivez, c'est la seule slide que j'aurais dû amener, 30% de vos neurones sont morts, ont disparu. Vous avez 30% de neurones qui ne marchent pas. Ça veut dire que vous avez un QI à 30% de moins. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Parce que 37% des enfants indiens ont ça. 50% des enfants en Afrique subsaharienne ont ça. Si je suis instituteur, c'est difficile de garder le cap avec tout ça. Hein. Mais si je suis instituteur, je n'arrive pas... J'ai devant moi 50% des gens qui ne comprennent pas ce que je dis à partir d'un certain moment. C'est une catastrophe pour les pays pauvres. Parce que derrière, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas d'ASH, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'homme d'affaires, il n'y a pas d'artisan qualifié, etc. C'est une catastrophe. Et donc, vous êtes collés à la pauvreté. Tout le monde pense que ces enfants sont hyper paresseux, qu'il leur faut un coup de pied au cul et que ça ira et il faut leur parler comme ça. Non, ils n'ont pas le matériel. Ce sont des gens qui ont été malades. Or, personne ne le sait. Or, avec 32$ par malade et par enfant, c'est rien, 32$. Vous éliminez le problème. Donc la question, c'est de trouver 32$ pour, on va dire, 100 millions d'enfants, puisqu'il y a à peu près 350 millions d'enfants par an qui naissent. Donc c'est à peu près 100 millions d'enfants, 32$ qui multiplient 100 millions. Et si on arrive à faire 32$ qui multiplient 100 millions, il y a 3 milliards d'eux, eh bien, 3 milliards d'eux, c'est quoi? C'est rien au niveau mondial. Vous réglez le problème définitif de la malnutrition chronique. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Parce que quand vous mettez 1$ dans la malnutrition chronique, vous récupérez 15$. Parce que derrière, c'est de l'économie. 2 prix Nobel d'économie ont montré que si vous mettez 1$ dans cette affaire, vous en récupérez 15 uniquement par la croissance du pays. Et au lieu de faire une croissance à 3, 3,5, ce qui est la croissance africaine aujourd'hui, c'est une croissance qui sera à 8, 9 et 10. Et d'ailleurs, si on était moins cynique, nous, on aiderait tout de suite parce que les classes moyennes vont arriver. Et quand les classes moyennes arrivent, elles achètent quoi? Des Clio, des vélos moteurs, des vélos. À qui? À nous. Donc on serait, nous aussi, on aurait une augmentation de la croissance. Or, la question, c'est de savoir comment payer. Et c'est pour ça que je parle de digital et de numérique. Nous avons une idée qui est très simple, c'est que nous avons mis en place des solutions grâce à des boîtes comme Ingenico, qui sont des boîtes de terminaux de paiement. Aujourd'hui, tout ce que vous achetez, vous ne l'achetez plus comme moi quand j'avais votre âge, avec de l'argent liquide. Vous l'achetez souvent avec des cartes bancaires ou avec votre mobile. Et donc nous avons mis en place des systèmes depuis 2-3 ans qui permettent, lorsque vous allez acheter quoi que ce soit avec une carte, on vous demande votre code. Quelques secondes avant, on vous demande, est-ce que vous voulez donner 10 centimes ou 20 centimes contre la malnutrition chronique dans les programmes de l'ONU? Vous dites oui, vous dites non. J'ai tiré les leçons de l'histoire de la taxe. Ce n'est pas une taxe,
C'est une contribution volontaire. Vous dites oui, vous dites non. C'est un clic, one click. Et donc, j'ai persuadé un certain nombre de personnes. Par exemple, aujourd'hui, tous les carrefours du Moyen-Orient vont être équipés avec ça. Là, je passe un oral bientôt avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon. J'ai 10 minutes. C'est les 10 minutes de ma vie, hein, où je suis bon pendant 10 minutes. Et je crois qu'on a pratiquement réglé le problème, parce que si lui dit oui, on a déjà peut-être 500 millions par an. Rien que s'il dit oui. Il dit oui, d'accord, très bien, allez, 6 mois par an. Merci, monsieur Bezos, très bien, vous avez 600 millions. Parce que ça ne change pas la capacité d'achat de quelqu'un. Ce qu'on appelle le panier d'achat. Ça ne change pas. Vous avez acheté votre truc, vous avez acheté vos godasses, vous avez acheté votre truc sur Amazon, puis à la fin, au moment où vous donnez votre carte, vous ajoutez 10 centimes ou 20 centimes. Et ça, c'est un sujet auquel je crois beaucoup. Donc, Unit Life, ça va s'appeler Unit Life. J'ai rendez-vous aussi avec le patron d'Alibaba, Jack Ma, parce que ce sont des gens qui, aujourd'hui, centralisent tellement les achats que donc le numérique, ça peut être à la fois le darknet avec l'horreur des mitraillettes, de la coke et de l'héroïne, mais ça peut être aussi une manière de tous se donner la main dans le monde pour éradiquer la pauvreté. Parce que si, en effet, on sort de la pauvreté, tous ces pays, on le fera évidemment d'autant plus facilement que les cerveaux sont parfaitement préparés. Donc voilà, je pense que Internet joue, et le numérique et le digital jouent à plusieurs niveaux, pour conclure. Un, dans la prise de conscience. J'ai envie de dire parfois heureuse ou parfois malheureuse, parce que quand vous êtes pauvre et que vous voyez qu'on a 3 milliards de tonnes de viande par an qui sont gaspillées, ça fait quand même mal au cœur. Et deuxièmement, parce que ça peut être un moyen de créer un concept, que le concept que je veux créer, c'est le livre que je veux écrire, c'est le seul truc que je veux arriver à faire dans ma vie. C'est de passer d'une solidarité gouvernementale, ce qu'on appelait les aides publiques au développement, à une solidarité citoyenne mondiale. Et le digital, les terminaux de paiement, permettra de créer un nouveau concept dans l'humanité qui s'appelle la solidarité citoyenne mondiale. Merci. Alors, peut-être une question dans la salle. Ici. Oui. Moi, c'est pourquoi vous n'avez pas pensé à la publicité? Parce que la plupart des gens qui vendent, par exemple, des applications pensent pour le business model à du freemium, et quand c'est du freemium, c'est la publicité. Et nous, ça ne coûte rien à part du temps. Et derrière, vous pouvez avoir des financements, si par exemple on clique, on regarde la vidéo et ça reverse de l'argent pour votre cause. Oui, il faudrait faire d'abord il faut faire une appli donc. Ouais. Ouais. Alors tu sais, vous savez, le gros problème, c'est que déjà, quand je parle de ça, mais personne ne le sait, personne n'est au courant. Donc mon rêve aujourd'hui, c'est, on va lancer ça au Forum de la paix de Paris le 11 novembre. Mon problème, c'est que comme c'est pas une taxe et que c'est volontaire, il faut en effet que les gens soient au courant. Mais pour que les gens soient au courant, il me faut 2-3 énormes stars. Alors j'ai pensé, il n'y a pas de journaliste dans la rue, parce que j'ai pensé à Mbappé par exemple. Je trouve que ce serait une très bonne idée, parce que lui, il a toutes les raisons. D'abord, il est connu mondialement. 2, il vient d'un continent où il y a cette maladie. Mais tant que je n'aurai pas... mon problème aujourd'hui, c'est de trouver l'ambassadeur, ou les 2 ou 3 ambassadeurs mondiaux, qui permettent de faire comprendre. Parce que c'est très très violent, ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est d'une violence extrême. Qu'il y a dans tout un continent et demi, les enfants, et la moitié des enfants qui n'ont pas le même QI que nous. C'est juste effrayant. Bon. Donc je pense que ça peut passer comme idée, à condition que ce soit des gens hyper connus qui le portent.
Après, je suis complètement d'accord. C'est une super idée, parce que le jour où c'est connu, là, on peut peut-être faire de la pub, on peut trouver des financements. Mais c'est très difficile de trouver des financements, croyez-moi. Dernière question ici. C'est implémenté dans certains pilotes. On fait certains pilotes. C'est assez drôle parce que dans certains, c'est assez drôle. Oui, on fait des pilotes et on est assez étonné, hein, parce que le sushi, par exemple, le bar sushi de la gare du Nord, c'est invraisemblable. Le bar sushi de la gare du Nord, c'est quoi? C'est 7 euros, 8 euros maxi. Eh bien, 40% des gens donnent 20 centimes. Et là où les gens donnent 100%, vous savez, on a fait ça dans des spas pour hommes, dans les grands hôtels. Et alors, le type qui vient de se faire masser, je ne sais pas s'il est culpabilisé ou quoi, il donne 1 euro chaque fois. 100%. 100% des hommes donnent 1 euro. Oui, ça c'est un grand sujet. Bonsoir. Ils ne veulent pas. Moi j'avais une question en fait par rapport aux aides publiques au développement. Oui. Est-ce que ça entraîne de la dette chez les pays et est-ce que le système que vous voulez mettre en place via votre projet va changer justement quelque chose par rapport à ça? Alors la dette de quel pays? Des pays qui reçoivent les aides publiques au développement. Est-ce que est-ce que c'est de l'aide avec de la dette, donc des intérêts derrière? Non. Et est-ce que votre projet à vous permet justement peut-être d'alléger ça Bon. Alors, dernière. Non, en fait, dans tout ce que nous faisons comme aide publique au développement, nous le donnons sur des programmes ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. C'est sur des programmes, nous faisons ça avec l'agence. Moi, par exemple, dans mon conseil d'administration, j'ai Bill Gates avec sa fondation, il y a le président Clinton avec sa fondation, mais nous donnons l'argent, par exemple, à l'UNICEF. Nous donnons l'argent à Action contre la faim. Nous donnons l'argent à Médecins sans frontières. On ne donne jamais l'argent à un gouvernement. Parce que, alors là, si on donne l'argent au gouvernement, ça part tout de suite au ministère de la Police et de la guerre. Donc c'est une horreur. Donc, en fait, on ne touche pas au budget de l'État. On ne fait que directement sur des programmes très très concrets. Eh bien, merci. On peut applaudir, Monsieur le Ministre. Et donc, Internet peut sauver la pauvreté et lutter contre les maladies évitables.